Cette semaine, au TSLH Podcast, un petit épisode bonus pour les amateurs de repêchage, les amateurs d'espoir. On va revenir sur les listes préliminaires des boys Simon Servant et Pascal Lapointe, mais sous forme de questions-réponses. Donc, dans les dernières semaines, on a posé la question à nos auditeurs, que ce soit sur Patreon ou sur nos réseaux sociaux, d'y aller de leurs questions concernant le repêchage 2026, concernant les listes du TSLH Espoir. Donc, j'ai tout regroupé ça, puis on va s'amuser à répondre aux questions des auditeurs concernant les Espoirs 2026. Donc, c'est un gros format du Scrum, segment le Scrum qui vient traiter des questions des auditeurs. Donc, sans plus tarder, on start ça avec le Scrum, avec comme invité quelqu'un qui fait partie vraiment de vrai Scrum dans la vie, Simon Servant du TSLH Espoir. Es-tu prêt pour le Scrum? Yeah, on refuse personne. Je vous donne des questions, TH, es-tu bon cette année? Qui choisit dans mon pool hockey? Suis-nous sur les réseaux. Complète égalisation, ça va être le chaos. On avait réservé notre meilleure chanson d'introduction pour toi, Simon. Un petit peu de Ric Flair, un petit peu d'effets spéciaux, une grande entrée en la matière. Écoute, Matt, toi, t'es un vrai passionné, là. Je Ah suis oui. là, vous me voyez, là. Ah, j'ai versé des larmes, moi, cette semaine, à cause de lui. Ah non, ben écoute, c'était un grand là, de la lutte. Là. Moi, ça fait un bout de temps là, que j'ai lâché la lutte, mais quand j'écoutais ça régulièrement, à tous les lundis, c'était tout un homme, là, John Cena. Donc, ouais, ça devait être triste quand même. Oh, ouais, exact. All right, le Scrum pour cette semaine, ben, c'est les questions des auditeurs concernant le repêchage 2026. On en a amassé beaucoup, honnêtement. Nos membres Patreon ont vraiment bien participé, ils ont répondu à l'appel. Fait que très content de vous avoir avec moi justement pour cet épisode de questions-réponses, un bon vieux Q&A. J'avais fait le même exercice avec Saint-Lô l'année passée, puis on va le refaire aussi après les fêtes avec Saint-Lô. Fait que un Q&A avec Simon Saint-Lô pour le repêchage 2026. Euh, on commence fort, les gars. Je vous le dis, là, je vous épargne pas là, avec la première question. C'est un très, très gros sujet à débat qui s'enligne pour le repêchage 2026 et j'ai nommé Tynan Lawrence. La première question, c'est Maxime Berthiaume qui la pose. Comment expliquer votre divergence d'opinion par rapport à la majorité des autres listes concernant Tynan Lawrence? Euh, donc, c'est sûr il y a évidemment une référence à la liste de Corey Pronman. Mais Max, il veut savoir pourquoi on a une si grosse différence d'opinion par rapport aux autres observateurs concernant Tynan Lawrence. Tu peux y aller, Simon. Parce qu'on n'a pas de scout là, qui nous dit quoi mettre. Non, non. Non, c'est ça. Non, mais pour vrai, c'est dur à. En tout cas, pour moi, c'est un cas qui est dur à expliquer, Tynan Lawrence, parce que, premièrement, il n'avait pas joué tant que ça déjà au début de l'année, puis il y a des gens qui le mettaient déjà dans le top 3, top 5. Il avait joué au Linka, OK. C'est un tournoi qui est quand même qui est intéressant, mais d'habitude, je ne base pas mon classement nécessairement avec le Linka. Puis après, il a joué 2 matchs, puis on ne l'a pas revu pendant des semaines aussi. Donc, je ne sais pas pourquoi ce gars-là, il y a tant de. En ce moment, peut-être parce que oui, c'est un centre, peut-être parce qu'il y a. Il y a une certaine habileté, il est bon quand même dans les deux sens. Il est quand même complet, Tynan Lawrence, mais j'ai l'impression, de mon côté, que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de centres en ce moment dans le repêchage, ou en fait de centres qui semblent s'élever, on dirait que c'est un peu l'effet 2018. On dirait que c'est l'effet Kotkaniemi, Barrett Hayton. On a besoin d'aller chercher un centre rapidement parce que sinon, il n'y en aura pas.
Puis pourtant, on en a quand même soulevé un peu, là, Pascal, des centres qu'on trouvait, nous, intéressants. Je trouve même que Preston a quand même pas mal. Il joue pas si mal que ça, on dirait, depuis quelques matchs quand même. On l'a vu justement dans le challenge. Fait que j'ai de la misère à expliquer, moi, la différence. Je comprends pourquoi il y a des gens qui l'ont dans le top 5, top 3. On en a parlé dans le podcast, mais j'ai pas l'impression qu'il est si élite que ça. J'ai pas l'impression que c'est un gars qui, tu le mets troisième, mettons, sur une liste, il fait bouger. Tu sais, il va-tu faire bouger l'aiguille vraiment de ton équipe comme Celebrini l'a été, comme, mettons, on parle dans les dernières années, on le voit, le Bedard aussi en ce moment. Moi, je pense pas. Donc, je comprends pas pourquoi il est premier, je comprends pas pourquoi il est dans le top 3, dans le top 5, mais la saison est encore jeune, fait que peut-être que c'est peut-être nous on va se rallier à ça peut-être plus tard dans la saison, mais pas en ce moment. Non. Il pourrait difficilement être plus bas sur ma liste, mettons, là. Parce que c'est le manque de données. Il n'y avait pas nécessairement eu un excellent Linka, tout comme l'équipe au complet. Puis, l'équipe était correcte, là, mais bref, je trouve pas qu'il a ressorti tant que ça. Puis dans ces deux matchs, c'était très dans la périphérie. Oui, il crée beaucoup d'offensives, mais ça demeure la USHL. C'est une ligue qui est moins bonne qu'elle était. Fait que j'ai trouvé pas hyper bon non plus. Puis dans une formation vraiment élite. Donc, c'est sûr, ça l'aide au niveau de l'espace sur la glace puis la création offensive. Mais tu sais, moi, c'est le gabarit, la projection dans l'Union de hockey, je vois plus comme un milieu de formation. Puis je me vois mal mettre ce joueur-là dans le top 5 pour un milieu de formation. S'il était plus grand, plus costaud, plus pro dans ses actions sur la glace, peut-être que ça aiderait, mais ça demeure la USHL, fait qu'il peut bien se gâter sur la glace au niveau de l'offensive, c'est pas vraiment un problème. Mais j'aime bien sa tête au niveau des décisions défensives, puis ce qu'il fait, mais j'ai pas l'impression qu'il va être capable de jouer un rôle strictement défensif ou strictement offensif dans la ligue. Fait qu'il va être il va être two-way dans le fond, mais il n'a pas le physique pour vraiment avoir un impact important défensivement. Fait que tu sais, c'est comme... J'ai la misère un peu à y trouver une chaise. OK, le talent, mais j'ai comme des petits drapeaux rouges pour les professionnels. Puis peut-être qu'il va overcome. S'il jouait dans une meilleure ligue, peut-être que ça aiderait. S'il jouait dans NCAA, puis qu'il avait des débuts comme McKenna, ou un peu meilleur, ou juste un petit peu moins bon, peut-être qu'il serait plus haut dans ma liste. Mais j'ai des petits doutes par rapport en ce moment à son profil et sa projection. Alright. Prochaine question. C'est de Cédric Lorrain. Dans l'organigramme des espoirs pour le repêchage 2026, ceux qui vont être draftés haut en raison de leur gabarit, où se situe, puis là je vais recorriger la question qui apparaît à l'écran, mais où se situe Belchest par rapport à des gars comme Juraj Slafkovský, Porter Morton et Caden Lindstrom, des gars qui ont des bons gabarits. Donc, peut-être des comparatifs en fonction de ces trois gars-là. Mais tu sais, je pense que l'essence de la question, c'est considérant que Belchest a un très bon gabarit, risque d'être drafté plus haut à cause de ça. Où se situe-t-il à peu près avec les Slav, Morton puis Lindstrom? Je pense qu'il y a une bonne coche en dessous de ce trio de gros joueurs-là avec beaucoup de talent. J'aime bien son tir, j'aime bien la progression, la marge de développement qu'il y a encore, mais c'est un faller dans ma liste. C'est pas un gars qui est... Un Jacob Faller? Exactement. C'est plus un Cam Faller. Non, c'est plus un gars en ce moment qui descend dans ma liste parce que je trouve qu'il déçoit, surtout depuis le match des espoirs. Là, je trouve qu'il a moins d'impact. Il devrait avoir plus d'impact que ça dans l'équipe qu'il y a. Donc, j'étais un peu... il ne sera pas 11e. Là. J'ai pas retouché ma liste depuis ce temps-là, mais il faut qu'il m'en donne plus ou qu'il y ait un peu plus de constance. Puis par rapport aux autres, je trouve que Slav, Lindstrom puis Martin ont plus de talent, que ce soit pour... Peut-être Belchest au niveau de son tir, peut-être moins que Lindstrom. Son tir est quand même assez intéressant pour le même âge, mais s'il y avait plus d'utilisation de son physique... plus d'implication physique. En tout cas, il y a un niveau de constance qui
qui m'accroche un peu encore chez Belchess, mais dans ce repêchage-là, je pense pas qu'il va dropper énormément, mettons. Ouais, moi, côté talent, mettons, si on dit pur, là, par rapport aux trois, je pense qu'il il serait en arrière, là, Belchess, par rapport aux trois côté talent pur. Je sais pas s'il est si loin que ça de Slavkovski, moi, dans l'évaluation de power forward, dans le sens que le profil de Slavkovski, pour moi, ça a toujours été un gars de genre de 60-65 points. Puis je le regarde encore jouer, là, ça fait plusieurs années qu'on le regarde, là, puis c'est encore ça pour moi. Puis ça veut pas dire que c'est pas bon, parce qu'il peut faire plein d'autres choses sur la patinoire. Il est très bon défensivement. Slav, il est impliqué. Donc ça, c'est correct. Je pense que Martin, c'était plus Martin et Lindstrom, je pense que c'était plus le côté plafond. On s'attendait peut-être à un plafond plus élevé déjà à la base que Slavkovski, probablement plus élevé que Belchets aussi. Le seul problème que j'ai avec Belchets, c'est que j'aimerais juste qu'il peaufine certains aspects de son jeu. Les côtés lecture de jeu, côté playmaking en général, pas juste des passes là, savantes, juste des passes en sortie de zone, des passes pour relancer l'attaque. Je trouve qu'il est un peu il est du côté un peu low tier pour ça. Il doit améliorer ça. Puis ça, j'ai l'impression qu'il va l'améliorer. Moi, je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça dans le premier match contre les États-Unis au Challenge quand il jouait avec Malhotra. Je trouve que les deux ont quand même été très bons ensemble. Avec Preston aussi. Deuxième match, il avait été tassé. C'était Novotny qui jouait avec Preston puis Malhotra. Puis là, Belchits, il a comme vraiment eu un match plus difficile. Je ne l'ai pas regardé depuis ce temps-là dans la OHL. Donc ça là, j'ai hâte de voir parce que là, bon, Pascal semble dire que ça ne va pas très bien. Je pense que dans son rôle de power forward, Belchis, je pense qu'il embrasse pas mal plus ça, à mon avis, que Martin. Puis probablement plus que Slavkovski aussi, dans une certaine mesure. Lindstrom, je pense qu'il pourrait être un peu plus mean, tant qu'à moi. Là, il joue. Il a de la misère à jouer depuis 2 ans. Fait que là, ça, c'est un autre débat, mais je les mettrais un peu entre les deux, tant qu'à moi. Belchets en dessous, mais je pense pas qu'ils sont si loin que ça, tant qu'à moi. Côté talent pur, je le mettrais pas si loin que ça. Alright, prochaine question. Ça vient de Charles Damien. Puis là, Charles, on sent l'impatience dans sa question. Mentionne qu'il y a eu une petite réserve là, pour nommer les boys du repêchage. Là. Fait que là, Charles, ce qu'il veut savoir, là, c'est qui vos boys officiels, stamp officiel du boy 2026 pour Simon puis pour Pascal? Bon, mettons, c'est pas officiel encore, mais je pense que j'ai été assez high sur Elton Hermanson puis Adam Novotny. Ce serait probablement les deux que je nommerais pour l'instant. Hermanson, moi, quand je le regarde, je trouve qu'il... je le trouve intéressant, là, moi, dans son jeu. Je trouve qu'il est quand même pas si... Dans une ligue professionnelle, je trouve qu'il se débrouille quand même assez bien. Il a l'air à sa place. Il a l'air à thriver, comme on dit, là, à avoir le goût de s'impliquer dans ce niveau-là. Novotny, pour moi, c'est juste un bulldozer. C'est un gars qui est tannant. C'est un gars qui est très... j'ai beaucoup de plaisir à le regarder. Ça serait probablement à lui. Hermanson, deuxième. Ça serait mes deux boys, mais c'est pas officiel encore. Là. Donc là, ça, je peux pas encore me compromettre à 100%, mais ce serait ces deux-là. Moi, ce serait probablement Chase Reed. Là. C'est lui que j'ai les deuxièmes dans ma liste de novembre, puis je pense pas que ça va bouger beaucoup ou que ça va bouger pas à tout d'ici février, quand on va faire en mi-saison ou fin janvier, je sais pas encore. Là. Puis, moi, c'est vraiment la façon qu'il a de contrôler l'action, de jouer beaucoup de minutes. Il joue plus que 28 minutes en moyenne. Là. Je n'ai pas regardé dernièrement, là, mais c'était pas mal ça. Puis d'avoir un impact des deux côtés de la patinoire. Est-ce qu'il y aurait une meilleure... Il est déjà à plus qu'un point par match, mais est-ce qu'il y aurait encore plus que ça s'il jouait moins?
Probablement, mais moi, j'ai rien contre le fait que sa production n'est pas de 1,25 points par match, 1,50 points par match à la fin de la saison s'il joue autant défensivement, offensivement. Donc, ça serait probablement à lui. Si c'est encore plus, s'il améliore son aspect physique qui est plus constant dans le fond, mais en jouant 30 minutes, tu sais, faut que tu réserves ton énergie un peu puis s'impliquer physiquement à fond. Je peux comprendre que ce soit pas le cas. Donc, ouais, ça serait Chase Reed probablement qui aurait le stamp. S'il y avait un deuxième à nommer qui est un peu moins pas connu, ce serait probablement Alexander Command. Donc, dans les deux là. Mais Reed, il est en haut. Good. Prochaine question. Ça vient de Cédric Lorrain, toujours un membre, fidèle membre du Patreon de Tout sur le hockey. Cédric demande quel joueur a la meilleure éthique de travail entre Andrew Crystal à son année repêchage ou Ryan Rubrick? Ben, C'est une bonne question. Je te vois réfléchir, Pascal. Là. ce serait probablement Crystal, parce qu'il y avait un impact constant. Il y avait une production offensive constante aussi. C'était une menace soir après soir. On parle Rubrick, d'éthique de travail. Là. La façon, justement, qu'il va chercher cette production-là, mettons. Mais entre un gars paresseux défensivement puis un gars paresseux partout, moi je vais prendre, puis qui produit pas, je vais prendre le gars qui produit offensivement. Donc ça serait mon opinion sur le sujet. Ouais, moi, ça va être Crystal aussi pendant que je suis en train de jaser avec mon gars. Désolé. C'est ton télé-souffleur, hein, c'est ça? Ton ouais, gars, il te donne tes réponses. Il m'a dit Crystal, dit ça. Ouais, Andrew Crystal, je pense qu'on avait été sévère quand même avec Andrew Crystal à son année de repêchage, puis avec raison, mais j'ai l'impression que c'était beaucoup dans l'attitude d'avoir des points puis de vouloir se montrer meilleur qu'il est. Mais j'ai l'impression qu'il a amélioré un peu ça. J'ai regardé un match, bien évidemment, je couvre le Rocket, donc j'ai regardé un match contre les Bears de Hershey. C'était là 2 semaines ou 1 semaine et demie, en tout cas, peu importe. Et Crystal jouait, puis je trouvais qu'il avait l'air un petit peu plus engagé. Il avait l'air à vouloir faire sa place, à vouloir monter dans la Ligue nationale. Donc, j'ai l'impression que le passage du côté des professionnels se déroule bien en ce moment. Là, évidemment, je n'ai pas regardé 15 matchs là, des Bears d'Hershey, mais je trouve que cette année, dans le match que j'ai vu, il avait l'air un petit peu plus sérieux. Il avait l'air un petit peu plus à suivre le système, à vraiment s'impliquer. Donc, à voir pour la suite. On va peut-être le voir dans la Ligue nationale l'année prochaine ou peut-être même cette année, prochainement en tout cas. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose quand même d'intéressant en lui. Est-ce qu'il va peut-être nous faire mentir un peu par rapport à le rang qu'on avait, peut-être? Est-ce que je pense que ça méritait qu'il soit dans le top 5? Il y en a qui le mettaient dans le top 5 du repêchage. Je ne suis pas convaincu encore, mais peut-être qu'il va finir un petit peu mieux que si on faisait un repêchage revisité dans 5-6 ans, mettons. Peut-être qu'il sortirait un peu plus haut que ce que nous, on l'avait placé dans notre liste. Ouais, puis soyons honnêtes, là. En tout cas, j'ai quelques listes en tête, puis tu sais, Crystal qui était placé haut, c'était la même chose que Will Smith qui était classé 16e. On voit Will Smith présentement. Fait que tu sais, il y a toujours des têtes qui peuvent aller d'un bord puis de l'autre. Mais Crystal, oui, aurait pu être plus haut, mais de là être top 5, je pense pas que, en tout cas, encore aujourd'hui, il n'a pas prouvé qu'il était de ce rang-là, là, effectivement. Tout extrême est dangereux. Ouais, exact. Prochaine question, c'est Alexis Desroches qui nous la pose. Quelle est votre évaluation du défenseur Braden Klimke, qui est un défenseur qu'on n'a pas abordé dans les top 32 jusqu'à présent? C'est quoi votre évaluation? Puis c'est-tu un gars qu'on pourrait commencer à parler pour le mid ou peut-être pour le proche du top 32, dans le fond? Ouais, moi, Klimke, je vais prendre tout de suite la balle au bon. Là. J'en ai parlé même avec Saint-Lô il y a quelques semaines.
Après qu'on ait fait notre publication des listes, moi, c'est un défenseur que je n'avais pas détesté. J'ai pas regardé 15 matchs de Klimke, j'en ai regardé quelques-uns. Évidemment, il joue avec c'est Cooper Williams aussi qu'on surveille je l'aime bien. avec Saskatoon. Puis moi, je trouve que Klimke, c'est le plus gros problème qu'il a. En fait, c'est pas nécessairement un problème dans son style de jeu puis tout ça, mais c'est que c'est un plus petit gabarit lui aussi. C'est ça. Il n'a pas un gros gabarit, mais il ne craint pas le contact, il est quand même impliqué. Il n'est pas. C'est pas un gars. Là, je veux pas faire la comparaison un pour un, mais on voit Lane Hudson en ce moment, même s'il a un plus petit gabarit, il est quand même capable de se débrouiller. On en a parlé un peu avec Villeneuve aussi. Klimke, c'est pas nécessairement la même chose, juste qu'il est capable de relancer l'attaque, il est capable d'amener de l'attaque, de s'insérer, de driver un peu le jeu du côté défenseur, même s'il est plus petit, même si c'est pas nécessairement qu'il est plus petit, mais il est moins gros gabarit, mettons, côté poids. Mais moi, je trouve que du côté de l'attaque, je l'ai trouvé quand même assez intéressant, un peu créatif aussi. Il amenait des rondelles au filet. Il manipulait bien le jeu en général. Je ne l'ai pas trouvé mauvais. Moi, j'en avais parlé à Saint-Lô parce qu'il était dans les conversations, peut-être pas pour la première ronde en tant que telle, mais pour proche de là. Début deuxième ronde, mi-deuxième ronde, dans une discussion intéressante pour éventuellement au mid, peut-être. Donc, pour l'instant, c'est quand même intéressant là, de mon côté, mais évidemment, c'est un joueur que je vais regarder encore plus. Ouais, c'est ça, moi, c'est pour vraiment dresser un portrait plus précis, mais c'est plus des visionnements croisés. C'est un peu la même observation que Simon, c'est-à-dire que c'est un gars que je déteste pas ses décisions en relance puis en défensive et tout, mais il y a certaines limitations physiques au niveau de la défensive puis vraiment les batailles en 1 contre 1. Mais je peux pas vraiment aller plus loin que ça. Ça ne servira à rien parce que j'ai pas le bagage pour vraiment aller en profondeur. Faut que je le revoie. Faut que je le revoie. Okay, Cooper Williams, qui est un de ses coéquipiers que j'aime bien aussi. Là, qui a aussi des limitations physiques, mais quand même pas mal de talent proche du filet, que je déteste pas. On garde la même thématique au niveau des joueurs qui n'étaient pas dans vos listes préliminaires. Puis en même temps, on salue l'héritier servant qui est apparu, une courte apparition au TSLH podcast. Il a têté un chip, là, c'est pour ça. Ouais, dans les joueurs que vous n'aviez pas dans votre top 32, Jackson Cover. C'est Cédric Laurent qui pose la question. Évidemment, Elite Prospect a sorti ses premières listes également. Jackson Cover est 18e sur la liste d'Elite Prospect. Il semble avoir un hype autour de lui. Donc, la question, est-ce que c'est un candidat pour le top 32 éventuellement? Je ne l'ai pas vu assez encore. Donc, ça, moi, je ne peux pas me prononcer. Justement, j'ai regardé un match de lui avant-hier ou hier. Avant-hier. Je me mélange dans mes journées. Mais oui, il avait l'air d'un joueur quand même assez talentueux, assez impliqué, un style de joueur que Dale Hunter déteste pas. Ouais. Finalement, il est à London, donc il a l'air de faire un peu tout sur la glace de bonne façon. Il n'a pas l'air de te donner du trouble. Il n'a pas l'air d'être un joueur qui va être un... J'ai regardé avec London Wasselin aussi, justement. Puis Wasselin, encore une fois, je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Je trouve qu'il fait du patinage artistique un petit peu. Mais Jackson Cover, c'est pas vraiment ça, en tout cas, que j'ai vu pour l'instant, à voir pour la suite. Mais je ne pourrais pas me prononcer là, dans les candidats pour le top 32. Pour moi, j'avais vu en octobre, je crois. Ça, c'est mes notes. Sokolowski, les gros défenseurs. Jackson Cover. Il y a des mains rapides, contourne défenseur en baissant l'épaule, bon tir, bof. Parce que c'est juste en croisé, donc faut que je me suis downloadé des matchs justement, il faut que j'aille les voir. Là. Mais je pourrais pas faire un gros portrait. Je sais qu'il y a des skills, on le voit quand même bien, mais il n'est pas utilisé nécessairement comme un. Il n'est pas utilisé comme encore un joueur du noyau principal à London. Donc, il y a peut-être ça qui joue au niveau de sa production, mais il ne faut pas mettre ça de côté. Donc, on va le regarder d'ici le mid, puis on verra. Oui, il est dans la conversation, mais j'ai pas assez pour appuyer ma description.
Quand vous parlez de cover, tu sais, un gars de skills, un gars qui a un bon lancer, des skills qui semblent de bonnes habiletés individuelles, tu sais, on dirait que je suis comme pas surpris nécessairement qu'Elite Prospect les haut, là, tu sais, c'est comme une tendance un petit peu d'Elite Prospect d'avoir à chaque année des gars très talentueux avec des habiletés individuelles qui ressortent puis sont placés quand même assez haut. Là. Fait Des que, bons tu sais, flashs, comme dit David Saint-Louis. Ouais, exact. Ben, c'est ça le Cover parallèle des que je bons voulais flashs. faire. Ça vient avec la discussion qu'on a eue avec David l'année passée sur le podcast au niveau des flashs. Là. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu cet épisode-là, je vous le conseille. C'était vraiment une belle discussion avec David. Des bons débats d'ailleurs. On a ramené le débat David Yerichek le temps d'un Oui, podcast. on a raison. Prochaine question. Guillaume Villeneuve. Puis c'est drôle hein, parce que la sous-question a quand même un lien avec ce qu'on vient de parler avec Jackson Cover. Tu sais. Vous allez comprendre quand je vais la faire apparaître à l'écran. Guillaume aimerait connaître le processus cognitif lorsque vous scoutez un joueur. Donc, qu'est-ce que vous regardez en particulier? Puis après combien de matchs vous avez une idée à peu près du potentiel du joueur, grosso modo? Je regarde s'il est bon. J'aurais bon? parié que tu allais dire ça, Il est Pascal. bon. Vas-y, Ouais. Simon. C'est parce qu'il y a il y a quand même beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Tu sais, comme si c'est un défenseur de, mettons, 5 pieds 9, 170 livres, tu sais, qu'est-ce que tu veux regarder? C'est pas nécessairement est-ce que lui il est physique? Tu sais, es-tu capable de répondre à la physicalité? Es-tu capable d'utiliser son agilité? Y a-tu un bon patin pour le gabarit? Parce que s'il n'y a pas de patin à ce gabarit-là, il ne pourra pas rentrer en haut. Donc, tu sais, ça dépend vraiment de quel genre de joueur tu regardes. Ça dépend. Si moi, je fais, mettons, mon évaluation en tant que telle, mettons, je regarde un gars que j'ai presque pas vu ou que, premièrement, j'essaie de me donner 7-8 matchs avant vraiment de catégoriser ce joueur-là. Donc, ça, c'est pour ça qu'à la fin de l'année, souvent, tu sais, si, mettons, vous êtes vous voyez sur le Excel là, que je mets, mettons, sur Twitter, vous voyez des gars, j'ai comme 20 visionnements. Je pense que là, c'est vraiment juste pour essayer d'avoir la précision, plus précision possible d'un joueur. Parce qu'après, je trouve, après 5-6 visionnements, des fois, tu as le portrait complet. Là. C'est Oui. juste, tu peux voir, tu essaies de voir vraiment si ce que tu as vu dans les 4-5 visionnements, si c'est. Tu sais, si à toutes les fois qu'il prend la rondelle dans son territoire, il coupe jamais au centre, il s'en va toujours sur le couloir. Après 5-6 matchs, tu es capable de te dire que dans la Ligue nationale, probablement qu'il n'attaquera pas le centre, puis probablement que c'est ça. Ça va être dans le couloir, ça va être de la périphérie. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer, mais 4-5 matchs d'habitude, c'est assez pour donner le portrait du joueur pour moi. 7-8 matchs pour vraiment avoir un potentiel. Puis là, c'est sûr que c'est du scouting. Fait que, on n'est jamais sûr à 100%, mais après 4-5 matchs, je me dis, OK, j'ai le profil du joueur. Après 7-8 matchs, 9 matchs, je pense que je peux me dire, OK, si ces habiletés-là, ils se transposent dans la Ligue nationale, ça pourrait peut-être être un gars de deuxième trio, ça pourrait peut-être être un défenseur de première paire, mais il ne jouerait pas sur le désavantage numérique, il va jouer plus sur l'avantage numérique. C'est vraiment ça. Mais moi, ce que je regarde, c'est tout. Quand je regarde un joueur, c'est tout, mais l'importance que j'accorde à certaines affaires c'est là qui définit où je classe mon gars. C'est la raison pourquoi des fois on se trompe, puis des fois on se trompe pas parce qu'on a regardé quelque chose, puis là on se dit OK, je pense que si ça se transpose, excellent, ça va être un joueur de 100 points, mettons. Comme McKenna en ce moment-là, on se dit OK, si les habiletés, la vision, son talent de playmaking, au-delà du fait qu'il est un peu frileux, au-delà du fait qu'il a peur du contact en ce moment, s'il est entouré, s'il a la place pour manœuvrer avec la rondelle, s'il joue avec certains joueurs, certains coéquipiers, un gars avec un gros gabarit, un gars qui finit des jeux, on se dit, ben, il n'y a pas de raison que ce gars-là, il ne claque pas 100 points dans la ligue. On a le profil, mais après, on ne sait jamais si ça va tomber, on ne sait jamais si ça va embarquer pile poil dessus. Puis c'est une loterie aussi quand tu tombes dans une équipe.
Si tu tombes dans une équipe qui te donne du temps de glace, qui te laisse rouler vraiment à fond de train, OK. Si tu tombes dans une équipe comme les Rangers où les espoirs, ça va pas super bien. En ce moment, je parlais du Kraken tantôt sur Twitter, j'ai regardé quand même quelques matchs du Kraken. C'est épouvantable. Les espoirs sont tout croches. Il n'y a pas personne qui ressort dans cette équipe-là parmi les jeunes. C'est là que ça peut être un problème aussi. Fait que, je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est un ensemble de beaucoup de choses puis qui va toujours être imparfait d'une manière ou d'une autre. Ouais, tu sais, quand moi je connais pas un joueur, quand j'ai downloadé des games au début de l'année de William Atkinson, défenseur suédois de 6 pieds 4, 200 livres, mettons, ou peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je me rappelle plus du poids, puis qui joue dans la SHL, je suis comme, OK, de quoi je m'attends? Le temps de jeu, 15 minutes. Ça va être un gars qui est assez solide défensivement, on va voir. Gabarit, j'espère qu'il va être physique. Tu regardes généralement, après quelques présences, tu es capable de savoir un peu c'est quel genre de joueur, mais c'est les 4-5 matchs de plus qui va te permettre de vraiment solidifier ça pour la saison, pour te faire une tête pour la saison. Mais toi, Atkinson, tu regardes la première présence, détruit un plaqué après que le gars ait un élan. T'es comme, ça c'est intéressant. Est-ce qu'il utilise l'espace pour libérer l'échec avant, enfin, pour éviter l'échec avant? Est-ce qu'il est capable de patiner, de transporter en rondelle? Y a-t-il une bonne tête quand il fait sa première passe? Offensivement, est-ce qu'il y a des occasions? Oui ou non? S'il n'y a pas d'occasion, il y a une partie de son évaluation que tu peux pas vraiment faire. Fait que des fois, c'est ce qui est bien en Suède, c'est que tu as souvent des matchs en U20 national, puis tu as aussi des matchs en SHL. Si tu as juste un ou l'autre, c'est ça qui est un peu dommage des fois, mais si tu as un joueur comme à son année de repêchage, Leo Carlson, il jouait quand même pas mal. Bref, Atkinson, tu le regardes jouer, il joue en défensive super bien, bonne gestion de la rondelle, tout. Offensivement, on peut pas l'évaluer, mais bref, en ajoutant des matchs, peut-être qu'il va y avoir plus d'occasions. Donc, ça sert à rien d'écouter 12 matchs avant 15 matchs avant la première liste s'il n'y a pas plus d'occasions défensives. Fait que c'est là que tu vas peut-être mettre un peu de côté et tu vas te concentrer sur d'autres en attendant. Quand tu regardes un joueur de centre que je vois qui produit vraiment beaucoup, je dis, OK, il produit beaucoup, mais est-ce que c'est de la production qui va se transposer dans la Ligue nationale de hockey? Est-ce qu'il y a un gars qui tire juste de l'extérieur puis ça rentre alors que ça devrait pas rentrer parce que le goaler n'est pas bon au bord? Puis dans la Ligue nationale de hockey, ça rentrera jamais. Il y a tout le temps ça rajoute une part de risque, puis ça te permet aussi de mettre de côté les points, puis vraiment voir ses actions sur la glace. Moi, un joueur comme Alexander Command, qui joue, puis qui est en appui constant sur ses coéquipiers, qui rend tout le monde meilleur, qui a une excellente gestion de la rondelle, qui se replie, qui a une implication physique, une implication offensive, le long des rampes, devant le filet, puis qui est partout, tant côté de la rondelle, ça me donne une bonne idée. Fait que c'est des notes que je vais prendre. Quand c'est un gars strictement offensif, je vais regarder est-ce que ça se transpose dans l'international de hockey. Es-tu paresseux défensivement? Il triche-tu? Est-ce qu'il joue sa position à l'aile en défensive? Y a-t-il une implication physique? Est-ce qu'il baisse l'épaule? C'est toutes des affaires que tout le monde est capable de faire en regardant la ligne nationale de hockey. C'est juste que c'est avec les répétitions, puis les notes mentales, puis la projection, tu es capable de l'évaluation des risques, que vraiment tu te fais une tête. Fait que c'est pas une réponse, c'est pas une question qui est facile à répondre, parce qu'il y en a que je prends des notes, il y en a que je prends pas de notes, parce qu'ils sont faciles tout de suite à évaluer. T'sais, Xavier Villeneuve, après un match, après une présence, c'est pas dur de savoir c'est quoi son potentiel, c'est quoi son profil. Mais OK, il y a quand même des lacunes. C'est avec les visionnements de plus, tu vois, est-ce qu'il travaille sur ces lacunes? Est-ce qu'il a de l'air de s'en foutre? Il pense juste à lui, c'est un gars d'équipe. Puis juste en regardant son début de saison, puis après ça, le match des espoirs, tu fais comme, il travaille sur ses lacunes. Fait que c'est ça qui est le fun un peu aussi. Quand tu as un joueur que tu n'aimes pas trop, que tu as 32e, qu'il y en a qui ont 4e, puis il te prouve un peu le contraire, mais les risques sont quand même là, mais tu vois qu'il y a une intention derrière ses actions, c'est là que j'aime bien ça, faire l'évaluation. Puis, je dirais, là, moi, pour shameless plug, là, mais quand je fais des observations en temps réel, là, tu le vois un peu, qu'est-ce que je regarde, mettons, je regarde un match d'un joueur, puis je dis, OK, j'ai aimé qu'il ait gardé la rondelle, qu'il ait fait le tour du filet. J'ai aimé qu'il ait décidé de faire le petit jeu rapide le long de la bande, puis il s'est échappé.
j'essaie de le verbaliser Ouais. en temps réel parce que c'est des choses qu'on regarde, que nous, on prend des notes. Tu sais, je te montrais mon Word, là, j'ai des notes sur un paquet de gars qui sont, c'est pas exhaustif en malade, là. Des fois, c'est juste des notes, OK, j'aime pas le fait qu'il est toujours en train de fuir le contact. J'aime pas le fait que quand il rentre, il est pas patient, il garage toujours ça au net. Tu sais, ça, c'est des notes que moi, je me prends, mais quand que je l'explique, mettons, sur ma chaîne, quand je regarde des matchs, ben c'était ça. C'était ça le but. C'est d'essayer de voir un peu c'est quoi le processus que moi je fais, tout en sachant que, premièrement, c'est pas parfait, puis deuxièmement, c'est pas une expertise en tant que telle. C'est évaluer du hockey, là, c'est pas de la neurochirurgie. Là. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes qui façonnent un peu ton jugement? Puis après, c'est de savoir est-ce que es-tu capable d'accepter que ça peut être problématique en haut? Est-ce que tu es capable d'accepter que ce gars-là, il est peut-être trop haut par rapport à ce que toi, tu vois? Mais c'est ça. Mais ça, c'est le problème de tout le monde qui fait ce métier-là en tant que tel. Nous, on ne fait pas ça comme métier, mais c'est pas pour rien que tout le monde se trompe tout le temps. Ben C'est oui. à cause que c'est ça. Premièrement, c'est dur de projeter, puis deuxièmement, tu as des billets personnels de qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qui viennent des fois te péter dans la face. Puis c'est ça. La différence, c'est que nous, on n'est pas payés pour le faire. Puis on n'est pas des experts pour le faire. Donc c'est le fun Puis parce que se si prend on pas se pour trompe, expert. ben, au pire, on s'en fout. Ça n'a pas tué personne. Puis, tu sais, Exact. il y a une des affaires aussi qui avantage Servant ici, c'est qu'il s'appelle Simon. Tout le monde qui fait ce qu'on fait s'appelle Simon au Québec. C'est n'importe quoi. Il y a tellement des Simons qui font ça. On fait tout ça pas professionnellement, par exemple. Exact. C'est tout pas des scouts. Beau petit complément de question de Guillaume là, qui nous suit en direct sur Patreon, justement. Est-ce que vous avez suivi des formations techniques ou tactiques du hockey? Pensez-vous que c'est pertinent dans cet exercice-là de regarder des espoirs pour faire des listes? Moi, j'ai Non. suivi Vas-y. personnellement des Ouais, il demande cours si de on. scouting, genre de faire la main. De Ouais, hockey ou en tu sais, général. même ça peut aller à est-ce qu'on approfondit nos connaissances tu sais, en lisant des ouvrages, des livres, peu importe. Ben, pas nécessairement en lisant des livres, mais tu sais, juste peu importe qui tu regardes. Mettons, si vous écoutez la télé puis vous regardez des matchs de hockey junior, tu sais, en ce moment, le Canada joue, là, puis tantôt, il y avait Martin Raymond qui était là à l'entracte. Tu sais, Martin Raymond, ou que ce soit Guy Boucher dans le temps ou tout ça, quand il Joël Bouchard. t'explique. Ouais, exactement. Et quand il t'explique un système, quand il t'explique pourquoi il y a eu. Pourquoi cette action-là, elle a changé le cours de cette présence-là. Tu sais, à un moment donné, puis si tu as joué au hockey ou. On ne demandera pas, quand je regarde un joueur, je m'en fous qu'il joue le left wing lock ou que ce soit le 1-3-1 ou peu importe. Là. Ça, moi, je m'en fous de ça. Mais es-tu dans ce système-là, dans la façon dont il joue, si c'est une équipe défensive ou une équipe qui est très axée sur l'attaque, es-tu capable de revenir se replier? C'est-tu le premier qui se replie? C'est-tu le premier qui est engagé en échec avant? Peu importe. Ça, c'est toutes des choses que tu peux voir, que tu peux noter, mais en même temps, c'est pas nécessairement. Tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir une formation, je pense, pour faire ça. Si tu suis le hockey, si tu regardes le hockey, si tu écoutes les autres qui parlent de hockey, que ce soit Marc Denis, Guy Boucher, même en anglais, là, il y en a plein, Ray Ferraro. Quand tu écoutes un analyste puis il fait bien son travail, puis il t'explique pourquoi telle ou telle chose ça fonctionne, pourquoi telle ou telle chose ça ne fonctionne pas. Puis surtout Pierre hors Cheval. des matchs. Oui, exactement. C'est le meilleur. Hors des matchs aussi, même. Mm. Quand ils sont en train de jaser comme nous, on jase en ce moment, puis que là, c'est un peu à bâton rompu, en guillemets, là, puis que là, ils expliquent un peu leur opinion de façon plus posée. Je pense que tu commences à comprendre plus la game, puis tu commences à comprendre un peu les aléas du hockey en général. Tu sais, tu peux mettre n'importe quel jeune de 7 ans qui joue au hockey, tu peux lui expliquer un man-to-man.
OK, c'est correct, il va comprendre c'est quoi un man-to-man, mais le but du hockey, c'est pas juste de faire ça. C'est quand il se passe quelque chose, comment tu réagis. C'est comment tu t'adaptes à certaines situations. Fait que, tu sais, ça, c'est tout ce qui est encadré dans les systèmes, tout ça, c'est beau, mais après, c'est qu'est-ce qui se passe sur la glace. C'est un sport d'instinct, le hockey aussi. Ouais. Puis, moi, on m'a déjà dit, là, dans une présence, tu prends 10 à 12 micro-décisions, là. Fait que dans une présence, à un moment donné, tu es allé à gauche. Pourquoi tu es allé à gauche? Il aurait fallu que tu ailles à droite. C'est ça. Tu sais, tu peux encadrer tout ce que tu veux. Pascal Vincent, c'en est un excellent aussi pour ça. Il va t'expliquer de fond en comble tout ça. Mais après, les joueurs ils ont une job à faire, puis c'est pas tous les joueurs qui sont aussi intelligents, c'est pas tous les joueurs qui ont la même lecture de jeu, c'est pas tous les joueurs qui sont willing d'aller dans les coins devant le filet, le long des bandes, c'est pas tous les joueurs qui aiment ça avoir la rondelle sur la palette. Il y a tellement de facteurs après, au-delà de toutes les formations que tu peux apprendre. C'est pas pour rien qu'il y en a 800 dans le show, puis il y en a des milliers qui sont en train de les regarder jouer. C'est comme ça. Moi, personnellement, c'est sûr que la connaissance des patterns de jeu, puis tout, c'est quelque chose, les phases du patin, ce genre d'affaires-là, est-ce que c'est une lacune? Oui, si vraiment on me demande des questions pointilleuses là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais étudier un peu plus? Peut-être, si j'avais du temps. S'il ne faudrait pas que j'écoute des matchs pour faire des listes, parce que c'est ça que je veux faire. C'est pas nécessairement écouter des vidéos YouTube de personnes qui font rien. C'est peut-être que oui, mais c'est sûr que ça m'intéresserait, parce que ça demeure quelque chose qui est pas loin d'une passion. Mais est-ce que ça m'amènerait tant de choses de plus dans ce qu'on fait là? Peut-être pas. Peut-être une vision un peu plus éclairée, peut-être un meilleur recul sur certaines affaires. Mais je ne deviendrai pas un expert des systèmes de jeu. J'aspire pas être un coach. J'ai 2 garçons, 2 filles. Je veux pas les pousser vers le hockey. Ça va être compliqué en sacrement. Mais c'est ça. Fait que c'est pas quelque chose que je veux faire nécessairement à court terme. Ce serait le fun. Mais pour faire ça, il faut que tu te dédies vraiment à la tâche, comme n'importe quel cours à l'université. Puis c'est pas mon but à court terme, vraiment pas. Puis juste finir, t'as raison, Pascal, parce que la mécanique du patin, moi, je trouve que c'est l'affaire qui est la plus difficile pour nous, là. Tu sais, mettons, je peux regarder un joueur on a l'impression qu'il patine bien, puis finalement, la manière qu'il patine, c'est pas adéquat, puis il perd de la vitesse alors qu'il pourrait en gagner s'il patinait d'une autre façon. Ça, là, nous, puis moi, personnellement aussi, je suis pas capable d'évaluer ça clairement. Je suis capable de dire, OK, il y a une bonne agilité, il patine vite, puis tout ça, puis il est capable de s'esquiver, puis de s'échapper, mais de savoir qu'il pourrait être meilleur patineur si il mettait son poids sur le bout de sa lame en 12 degrés, oublie ça. Non, ça m'intéresse pas. Rendu là, en tout cas, moi, personnellement, je pense que c'est mieux de voir peut-être un petit peu plus de matchs puis offrir un regard plus global sur le portrait des joueurs, parce que quand tu écoutes les recruteurs professionnels, ceux qui travaillent pour la Ligue nationale, ils commencent pas à dire que le talon puis le bout du patin touche une microseconde, ce qui fait que l'explosion est meilleure. Tu sais, c'est pas ce genre d'analyse-là qui est fournie. Pour moi, ce genre de choses-là, honnêtement, c'est du détail superficiel. Dans le jargon, dans le jargon, on appelle, dans mon jargon au travail, on appellerait ça de l'enculage de mouche, là, mais ça, c'est au vol. c'est ça. C'est une autre affaire. Mais tu sais, c'est ça. Personnellement, je préfère avoir un langage vulgaire, être vulgarisateur un peu plus, C'est parce que qu'on veut vraiment y informer aller. aussi. Que vraiment y aller dans le langage spécifique, compliqué, que tu utilises probablement pas de la bonne façon, parce que c'est pas ton travail. Puis t'as de l'air con après ça, quand quelqu'un qui connaît vraiment ça lit des affaires. Fait que je préfère être vraiment vulgarisateur. De toute façon, tu sais, puis je veux dire, le monde ira voir mon X pour ça, mais t'as beau sortir plein de détails puis tout ça, mais quand t'arrives puis que tu dis que Jacob Fowler, c'est un nouveau gardien avec ce qu'il a offert dans la Ligue nationale, ça me prouve à quel point regarder des matchs, c'est peut-être important des fois aussi. Là. Fait que, Exact, voilà. il était pas de même à son année de repêchage. C'est un point final à tout ça.
Prochaine question. JR sur X qui a posé la question, est-ce qu'il y a un Russe, une petite carte cachée du côté de la Russie qui pourrait glisser un peu à la Zarovski au dernier repêchage? Ben, glisser, je sais pas s'il peut glisser autant que ça. C'est mais... tôt pour parler de glissade, là, mais Ouais, quand même. ben, moi j'ai regardé des matchs de Viktor Fyodorov il a joué dans toutes les ligues en Russie, là, quasiment, c'est quasiment s'il n'a pas joué avec Poutine, là, mais il a joué dans la MHL, dans la VHL, dans la KHL, il a été utilisé un peu partout. Puis je trouvais que dans la KHL, il y a pas c'est pas le gars avec le plus gros gabarit, Fedorov, il est genre 5 et 11, 175. Mais je l'ai pas trouvé mauvais. J'ai trouvé qu'il y avait une certaine intensité dans la KHL. Je trouvais qu'il s'impliquait, donnait quelques mises en échec. Il avait l'air d'avoir un peu plus de confiance avec la rondelle. Je ne vais pas lire mes notes, là, mais c'est ça. Il avait l'air d'un joueur qui pourrait peut-être être intéressant, qui pourrait être une genre de carte cachée, en guillemets. Je ne sais pas où il est sur les listes à gauche puis à droite, mais je déteste pas ce joueur-là, de savoir où tu le repêches, où moi je serais game de le repêcher. Ça, c'est un autre débat, mais je le garderais à l'œil. Dans les Russes, vraiment, hors CHL, mettons, hors Amérique du Nord, là, je pense que c'en est un qui pourrait peut-être être intéressant. C'est sûr qu'il y a quelques candidats. Tu sais, Gashilov, mettons, qui va probablement... mettons qu'on regarde Zarovski, qui est un gars qui a des très bonnes mains, très offensif, un bon talent. Ben, Gashilov, c'était un peu, c'est pas le même profil, mais c'était un peu ce profil-là. C'est-à-dire des excellentes mains, peut-être un peu plus paresseux, mais bon, bref, excellentes mains, bon patin, gabarit quand même assez correct. Au niveau de la CHL, tu sais, Vlasov puis Shilov, c'est deux bons candidats. Il me semble que Vlasov aussi est russe, là. Deux bons candidats russes avec énormément de talent. Tu sais, Vlasov est plus petit, mais quand même un bon impact dans la JMQ. Donc, mais si j'avais vraiment nommé un russe, genre qui sort un peu du champ gauche, là, ça serait Gashilov, mais c'est pas nécessairement tant champ gauche, là. Mais il faudrait que je regarde la liste des Russes, là, mais ça serait probablement lui que je nommerais, qui va sortir, mettons, début deuxième ronde. Alright, prochaine question. Puis ça, Pascal, tu l'as fait poser souvent quand tu as sorti ta liste sur X. Oui, monsieur. Tu sais, en passant, je tiens à dire, là, il y a beaucoup de questions qui ont été posées sur X. C'est l'endroit où on a le plus d'interaction avec nos auditeurs et les gens qui consultent notre contenu. Là. Fait qu'ils ne voyaient pas ici une conspiration politique, s'il vous plaît. Je vous en remercie. C'est Vincent Berthiaume qui pose la question. Quels sont les joueurs dans vos top 20 qui seraient un bon fit avec les besoins du Canadien de Montréal? Donc, tu sais, mettons un gros centre, power forward, des gars bons en échec avant. Dans le fond, les besoins du CH ont été tous énumérés au final. Ouais, c'est quoi, parce c'est que ça? le CH a besoin de tout. Mais, tu sais, allons-y avec un gros joueur de centre. Là, qui pourrait fitter avec les besoins du Canadien? Ben là, il n'y en a pas de gros joueurs de centre là, qui pourraient fitter. Fait que sinon, c'est Caleb Malhotra là, qui pourrait probablement s'insérer assez avantageusement avec le Canadien. Mais on parlait de Lawrence tantôt que justement, il monte dans les listes. Ben, c'est ça, c'est que je pense pas qu'il y a un centre en haut de 6 pieds dans nos top 20. Je sais pas pour toi, Pascal, mais je pense pas que j'ai un centre de plus de 6 pieds dans mon top 20. Ouais, il y a Rogowski, que moi j'ai 18e si tu l'as pas là. Mais il y a Rogowski qui est blessé. Fait que niveau top 20, je pense pas je pense de moins en moins qu'il va sortir là versus parce que c'est un gars que je comparais beaucoup à Jack Nesbitt en termes de position dans le repêchage. Là. Mais oui, Malhotra, c'est pas mal le meilleur des scénarios. Il va probablement sortir top 10 là, au repêchage. Oliver Sovento aussi, qui répond un peu à la description, two-way, centre, qui joue déjà en Liga. Donc, est-ce qu'il mérite une sélection top 20? Ouais, au 20e, j'aurais pas de misère à défendre sa candidature, mais tu sais, c'est pas un deuxième centre, là, à mes yeux. Ce que le Canadien a besoin, là, ouais, c'est ça. Est-ce que le Canadien a vraiment besoin d'un centre? Ça, c'est un autre débat aussi. Là. Ben, tu vois, dans le dernier de cet podcast, âge-là, peut-être pas.
Dans le dernier podcast, Simon, Pascal avançait un point que oui, il y a un centre numéro 2, mais clairement, présentement, ça manque de robustesse, de gabarit, puis qu'un ailier de bon gabarit ferait bien du sens pour le Canadien. Fait que allons-y dans ce sens-là. Ouais. Est-ce qu'on a un ailier power forward qui pourrait intéresser le Canadien dans ce repêchage-là? C'est sûr que moi, je te nommerais Novotny ou Chase Harrington. Là. Ça serait les deux gars, je pense, qui pourraient bien s'insérer, tant qu'à moi, dans cette équipe-là. Moi, j'aime beaucoup Hermanson, mais je pense que Novotny, avec le talent qu'il a déjà dans le top 6, je pense qu'il y a le côté chien, le côté un peu bulldozer, l'échec avant, toujours dans ta face. Je pense que lui, il donnerait beaucoup d'espace à. Il est un peu baveux aussi en plus. Fait qu'il donnerait beaucoup d'espace à un peu tout le monde. Chase Harrington, moi, je trouve que c'est un joueur qui passe peut-être pas sous le radar en tant que tel, mais je trouve que c'est un. Ben, peut-être un peu, mais. C'est le patin. Je trouve qu'il est. Pour son gabarit, pour le type de joueur qu'il est, au-delà, mettons, on regarde les points, il n'y a pas une si grosse saison que ça côté points, mais je pense que dans une équipe où il pourrait se développer avec le gabarit, avec l'intensité, le jeu le long des bandes devant le filet, lui aussi, il est toujours un peu impliqué pareil dans l'échec avant ou dans ta face en tant que tel. Je pense que ça fit très bien avec le Canadien, mais tu sais, parce que les deux. Moi, je pense pas que le Canadien a besoin d'un deuxième centre de 19 ans, 20 ans. Non, c'est ça. Il a besoin d'aller chercher un deuxième centre, genre Elias Pettersson, mettons. Un gars qui a déjà 27, 28 ans, là, puis qu'il est là pour t'épauler. Là. C'est plus ça, là, tant qu'à moi. Là. Fait que oui, ce serait les gars que je dirais, mettons, avec du côté, mettons, power forward, gros gabarit, ailier, là, ça serait ces deux-là pour moi. Mais c'est sûr qu'il n'y a personne qui chialerait contre McKenna. Moi, je chialerais pas si McKenna débarquait. Là. Même contre Belchess, ça me dérangerait pas. Mais bon, regarde, c'est ça. Fait que ça, c'est. Mettons, il va dans le rang du Canadien, là, qui serait peut-être plus du côté 15, mettons, dans ce coin-là, comme l'année passée. Ça serait les deux gars que je penserais. Oui, ben ça, Harrington, Novotny. J'ajouterais Oscar Hemming aussi. J'ai hâte qu'il joue. Il n'a pas joué encore. Ouais, c'est ça. Ah, c'est vraiment plate, là. J'ai vraiment hâte qu'il joue parce qu'il coche toutes les cases. Sauf la case, l'avoir vu jouer cette saison. Outre Linka, là. Ouais, outre Linka. Puis, fait que ce serait lui que j'ajouterais. Tu sais, Niklas Aaron Olsen aussi, qui, tu sais, niveau physique, peut-être c'est pas la même constance que Hemming, Novotny puis Harrington, mais niveau talent, il est intéressant aussi. Donc, ça serait pas mal les 4 noms aussi que je donnerais. Là. Novotny, une petite préférence peut-être pour Novotny puis Hemming. Parce que Novotny chez les Canadiens, il jouerait. En fait, il est pas si loin que ça de la nationale de hockey. Pour un joueur qu'on voit plus en dehors du top 20, mettons, dans le consensus. Là. Je pense que c'est un joueur qui est vraiment pas tant loin de la ligue. Aidé par son efficacité, son intensité, puis son patin. Même affaire avec Harrington, c'est un gars qui a un excellent patin. Puis une mentalité très jouer au filet. Donc, en plus, il y a déjà le filet. Il y a déjà le gilet, Harrington. Il joue pour Spokane, puis Spokane, ils ont le gilet un peu des Canadiens. Donc, ça fit. On reste dans la thématique canadien, messieurs. C'est Leben54 sur YouTube qui nous posait la question pour comparer les années repêchage. Fait que vraiment, là, en fonction de leur performance lors de leurs années repêchage, David Reinbacher et Juraj Slafkovský sortiraient autour de quel rang pour le repêchage 2026. Fait que c'est un peu pour statuer là, la force du repêchage 2026. Fait que c'est vraiment en fonction de leur performance à l'année repêchage. Où est-ce qu'ils sortiraient en 2026? En 2022, j'avais Slafkovský 3e dans un meilleur repêchage ou bien similaire. Mais il serait probablement... Il serait dans le top 3 ou top 4 probablement, Slafkovský. Avec, tu sais, moi j'ai McKenna, Reed puis Verhoff. Puis il serait dans cette conversation-là probablement. Puis Reinbacher, il serait autour du 15e probablement, là, si je regarde ma liste. Là. C'est pas un joueur que je tripais, donc
Il serait probablement autour de 16, en fait. Là, si je regarde Rudolph, Lynn, Lawrence, puis Bjork, Preston, il serait devant eux autres probablement. Ouais, c'est ça, c'est dur parce que là, on est un peu 2020 hindsight. Là. Slavkovski, on l'a déjà vu, fait qu'on sait un peu qu'est-ce qu'il donne. Si, mettons, à son année de repêchage, qu'est-ce que moi j'évaluais à son année de repêchage, puis où je pense qu'il tomberait, je l'aurais peut-être 6e, mettons, sur ma liste. Ryan Backer, ça? Non, Slavkovski, est-ce que j'ai dit Ryan Backer? OK. Slavkovski. Non, mais Je pense c'était juste pour statuer lesquels des deux on parlait. Là. Ouais, Slavkovski, je pense que ça serait 5 ou 6. Probablement plus 6. Là, je le mettrais derrière Chase Reed, que j'ai 5e. Pour l'instant, le préliminaire. Puis Ryan Backer sur ma liste, peut-être, je pense que Ryan Backer, je l'avais assez loin aussi. C'est sûr, je l'aurais en arrière de Villeneuve, fait que probablement 19. Où est-ce que j'ai Tynan Lawrence en ce moment? Mais, puis ça, encore une fois, tu sais, là, Slavkovski, on l'a vu jouer, puis on sait ce qu'il va donner. Si on fait un repêchage, tu sais, là, on le prend, c'est ça. Mettons, en sachant qu'est-ce qu'il te donne, tu le prendrais probablement pas devant McKenna, peut-être pas devant Veroff non plus, c'est tout dépendant, ou Reed, ou peu importe, mais il serait probablement un peu plus haut sur la liste en connaissance de cause. Ouais. Oui. Tu sais, Ryan Backer, là, c'est ça. Ça fait quand même plusieurs années que je le regarde, là, Ryan Backer, et même avec le Rocket, là, puis ça va être un bon défenseur dans la Ligue nationale, mais 5e rang, pour moi, c'est encore beaucoup trop tôt, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ça n'empêche pas le fait que je pense qu'il va avoir son utilité, mais je suis pas convaincu que le 5e, il va répondre à ce rang-là. Mais comme numéro 3 ou 4, j'aurais vraiment pas de misère. Puis j'espère même qu'il va rentrer dans la Ligue nationale bientôt, parce que je pense que là, ça serait peut-être à son tour d'aller faire un petit tour en haut, quelques matchs tant que moi. Ouais, puis tu sais, la question, c'était nonobstant la progression. On l'a vu, là, Slav, là, il a progressé excessivement bien dans la Ligue nationale. Fait que c'est juste pour contextualiser, la question faisait référence vraiment à ce qu'on a vu à l'année repêchage dans le cas de Slavkovski. Prochaine question, messieurs, c'est Charles Demier qui nous la pose. On peut y aller en name drop aussi, là, c'est comme vous le sentez, mais quels joueurs, selon vous, sont présentement en dehors de votre top 32 préliminaire, mais qui ont le plus de chances de percer votre top 32 mid ou final d'ici le repêchage? Fait que, y a-tu des gars qui sont en augmentation, en forte croissance, selon vous, puis qui s'approchent vraiment de la ligne de votre top 32? Oscar Hemming pour moi, là. Ça, c'est une facile pour moi parce que je sais qu'il va rentrer dans mon top 32 quand on va le voir jouer à un moment donné. Parmi les joueurs que. Moi, je déteste pas Lars Steiner à Rouyn-Noranda. Je sais pas il va-tu rentrer dans mon top 32, je sais pas, mais je sais que s'il n'avait pas été blessé au début de la saison, puis pendant qu'on faisait nos visionnements puis nos classements, j'aurais probablement été dans mon top 32. C'est un attaquant qui a plus petit gabarit, mais qui a du chien, qui est intense. Donc, moi, c'est un gars que probablement qui serait dans une autre situation, il serait probablement dans mon top 32. Mais pour ce qui est des autres joueurs, en ce moment, c'est dur à dire. Il y a beaucoup de joueurs que je déteste pas, que j'ai peur. Je sais pas que j'ai peur, mais je trouve que c'est un peu tôt. C'était un peu tôt de les mettre dans mon top 32. Est-ce qu'à la fin de l'année, ça va être une autre discussion? On va voir, mais un des joueurs que j'aime beaucoup, moi, c'est Wesley Royston, qui est rendu à Owen Sound. Puis, il y a vraiment... J'ai regardé des matchs de Owen Sound, puis au-delà des points, encore une fois, si on regarde juste les points, il n'a pas l'air si intéressant que ça, mais vraiment dans son style de jeu, power forward, très, très intense. J'ai regardé un match de l'attaque, je me souviens
pas c'était contre qui, ça fait quelques semaines. Il a percé l'écran carrément. Il y a eu un blessé. Harry Nancy s'est blessé. Royston est monté sur le trio avec Bowie, puis il les a mangés tout rond. Là. C'était de loin le joueur qu'on voyait le plus sur la glace du côté d'Owen Sound. Fait que c'est ça. C'est dur à dire. Je ne sais pas trop si on est encore trop tôt dans le fait de faire monter ces gars-là, mais ouais, c'en est quelques-uns peut-être qui pourraient monter dans mon top 32 prochainement, mettons. Moi, il y aurait Ilya Morozov, qui joue dans la NCAA, un des plus jeunes, si c'est pas le plus jeune joueur du circuit, que à mon préliminaire, j'avais pas encore vu jouer. Je me suis donné 6 matchs, puis j'étais comme il aurait été dans mon top 32. Donc, je te dirais lui. Après ça, il y a un gars qui s'est blessé que j'ai pas revu depuis ce temps-là, mais que je pense qu'il a recommencé à jouer. Pas sûr, par exemple, c'est Carter Stevens qui s'est blessé assez gravement. Je sais pas s'il est revenu au jeu. Il y a 23 matchs de jouer, 11 buts. Fait que... je l'ai pas regardé depuis ce temps-là. J'avais vraiment aimé ces matchs pour l'habilité avec la rondelle, là, mais tu sais, est-ce qu'il pourrait aller dans mon top 32? Tu sais, j'ai pas assez de visionnement, puis il s'est blessé. Puis Pierce Bouilly, là. C'est sûr que Bouilly, il y a le type de profil qu'on aime bien, même s'il est petit, il est quand même dans ma palette, là, fait que ça serait peut-être des candidats potentiels, puis Cooper Williams aussi, que je déteste pas. Qu'il faut juste que je regarde plus, mais j'ai quand même 9 visionnements, ce qui est pas mauvais quand même. Mais je suis dans... J'ai recommencé, j'ai recommencé, c'est sûr, j'ai recommencé mes visionnements après ma liste. Là, je suis dans un gardien de but, puis c'est pas une grosse cuvée, mais il y a quand même des noms intéressants, là. J'ai pas... Comment j'ai mis? 1, 2, 3... J'ai hâte que tu embarques là-dedans, Matt. Là. J'ai 6 de vue. C'est ça. Je vais voir si j'ai le temps. L'année passée, je me suis dit que j'allais le faire, puis finalement, ça n'a pas été le cas. Fait que je veux pas faire de promesses cette année. J'ai Carl Axelson, Yegor Ripkin de vue, Borishev, Poletin, Ivanov, Minchak, qui est un Overranger. Overranger, oui. Il est un Power Ranger. Il est un Overranger. Axelson aussi, en fait. Oui, Axelson, il est à Muskegon. Là, il est pas mauvais, mais il est à Muskegon. Et ça aide beaucoup, mettons. Puis il est dans USHL. Fait que j'ai pas encore trouvé celui que j'aime particulièrement. Il y a peut-être Ivanov là, que j'apprécie quand même pas mal. Mais sinon, j'ai pas encore trouvé de Jacob Fowler. Mon petit Fowler ou mon petit William Forsberg qu'on en a passé. Borishev, je le déteste pas. Ouais, je me rappelle pas si c'est Borishev ou si c'est Ivanov, là, entre les deux. Ils sont... Note-toi là. Je lise. Ouais, Borishev, je l'ai là. Ok, Matt, tu parles à Matt. Borishev, moi, je ne le déteste pas. J'en ai regardé beaucoup des gardiens, là, puis je suis... ouais, c'est ça. C'en est un qui est à 6 pieds 3, 200, il est intéressant, mais... ouais, c'est ça. C'est... du côté des gardiens, il n'y a pas personne. L'année passée, on avait Ravensburgen. Moi, j'ai trippé très rapidement sur Andreyanov. Puis cette année, j'ai pas eu ça tout de suite avec un gardien. Mais il y en a qui retiennent un peu l'attention. Ouais. Borishev, la faiblesse, c'est ses poteaux. Gérer ses poteaux. Puis quand le jeu va vraiment vers les cercles, là, dans la caméra, tu vois le poteau entre ses jambières. Des fois, c'est un peu... Il fait comme ça. Ces poteaux, ils font de l'interférence. Là. Mais sinon. Pascal, pour vrai, là. Il est pas mauvais. Oui. L'imitation et la description que t'as faite, la seule image que j'avais en tête, c'est genre qu'il se gratte les faunes avec son poteau. Là. Ben, c'est un peu ça. Quand il fait le papillon, s'il a 2 pattes à chaque côté de son poteau, puis il est pas capable d'en revenir. Un peu comme Fowler à son premier match. Mais oui, il est pas mauvais. On parlait de Fowler, puis c'est ça. Je dis que j'ai pas le temps, mais c'est parce que je peux pas taper mon classement de Jacob Fowler. Je peux pas taper la découverte de Kirill Zarubin. Fait que j'ai accroché. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment le temps. C'est pas parce que je veux rester. Ça, je m'en contrefous, honnêtement. Bref,
Deux petites questions rapides, les boys, puis je vous retiens pas plus longtemps. Là. Je sais que Simon, t'as des obligations ce soir. Là, fait que deux petites questions rapides pour terminer. C'est Félix Nadeau-Rochon sur X qui demande qui est le joueur d'avant qui est le plus physique dans vos top 32. Novotny. Je pense que ce serait lui. Ouais, probablement Novotny. Je regarde ma liste en même temps. Malhotra est assez physique aussi quand même pour son gabarit. Là. Je vais lui donner. Là. Le jeu de Novotny est un peu plus basé sur son physique que Malhotra. Ouais. C'est plus sa tête, mettons. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est parce que Malhotra, il donne de bonnes mises en échec, mais c'est ça, il est un petit peu plus. C'est vraiment un style plus trophée Selkie, là, vraiment. Il est comme plus cérébral, il est plus dans la game en tant que tel. Avec Novotny, Kuchenko, c'est spécial. C'est assez de la finesse. Brentford, là, c'est ça. C'est assez spectaculaire à regarder. Dont, justement, là, c'est un peu des... On en avait discuté pendant notre mid, dans notre préliminaire. Là. Est-ce que c'est un facteur pour tout le monde? Là? Parce que Brentford, les stats sont très élevés pour un peu tout le monde, mais c'est-tu un peu teinté pour ça? Mais sinon, ouais, c'est ça. Novotny puis Malhotra, je pense que côté physique pur, Björk, je trouve que Viggo Björk est quand même... c'est vrai. Ouais, il est un peu... il est un peu chien sale. C'est parce que c'est ça, il est un petit peu chien sale, mais... Un peu Rossi. C'est ça, c'est parce qu'il n'y a pas un gros gabarit, mais il est tannant aussi, il est dans ta face, puis c'en est un que peut-être que tu voudrais ramasser de temps en temps aussi, mais ouais. Ça serait peut-être les trois, mettons, là, que je mettrais. Mais c'est jamais des QV hyper physiques, hein, par exemple. Tu sais, c'est rendu maintenant des gars qui sont hyper physiques, c'est rendu un peu des outliers, là, qu'on appelle les exceptions. Là. C'est bien rare qu'on voit ça, je trouve, maintenant, dans les repêchages. Ouais. Mais ça, Björk, c'est un des gars qui, à son année de repêchage, je trouve qu'il utilise le mieux le levier qu'a son gabarit petit versus des gars plus gros. Là. J'aime bien. Un peu comme Gallagher fait, dans le fond. Là. J'aime bien ça. Alright, une petite dernière, les boys. C'est Matthew Miniar sur X qui posait la question, selon toi, mais selon vous, qui sont les joueurs en dehors du top 5 avec le meilleur IQ hockey? Le top 5 de qui? Là, de mien ou... De vos top 5. Ouais, de vos top 5, que ce soit consensus. Parce que la question, je l'ai prise en dessous de ton post, de ta publication de liste, Simon. Fait que la question t'était directement dirigée. Là. Mais tu sais, en dehors de vos top 5 respectifs, ouais, je suis allé chercher loin les questions. J'ai-tu répondu à ça déjà? Ouais, tu avais répondu, mais je me suis dit qu'en format podcast, tu vas être en mesure de répondre plus longuement qu'en 140 caractères. Fait que c'est ça, en dehors de vos top 5, messieurs, les joueurs, les joueurs avec le IQ le plus intéressant. Écoute, je regarde ma liste en ce moment. Mettons, si je vais, j'exclus évidemment, comme on dit, le top 5. Moi, Hermanson, je déteste pas son IQ général. Je pense que Preston, il est capable d'avoir un bon IQ. C'est juste que j'ai l'impression que ça dépend des matchs. Là. Des fois, je trouve qu'il devrait un peu plus simplifier son jeu. Puis il y a d'autres fois où je trouve qu'il il joue pas comme il devrait jouer. Il y a de la finesse. Bref, c'est ça. Preston, c'est un cas difficile un peu à évaluer cette année. Hermanson, Preston, je pense que ça serait les deux. Lawrence, j'ai quand même pas le choix de le mettre là. Lawrence puis Malhotra dans ma liste 19-20, j'ai quand même pas le choix de les mettre là, même si je suis pas nécessairement les plus. Je suis pas plus high sur Lawrence, mais il y a quand même un IQ intéressant. Là. Qui d'autre que je pourrais mettre aussi? À moins que Pascal, tu peux prendre de... Pardon pour le toussage, j'avais pesé sur Python, ça n'a pas muté. Si on parle vraiment du IQ, de savoir, dans le fond, IQ hockey, de savoir quoi faire en telle situation, parce que tu sais c'est quoi ta job, ce serait probablement Malhotra
et Alexander Command, en plus de Lawrence. Parce que c'est vraiment les gars qui sachent le plus, qui vraiment, tu sais, qui vont être bons dans les deux sens de patinoire, puis que c'est rare qu'ils sont hors position, mais qui sont complètement perdus dans ce qu'ils doivent faire, tu sais. Ce serait probablement ces deux-là, tu sais, au niveau de la créativité, je pense que Preston, ça serait probablement le gars qui serait à noter. Tu sais, je pourrais te donner aussi Suvento pour le IQ, parce qu'il joue contre des hommes dans les gars, mais tu sais, est-ce que ça ressort tant que ça? Je pense pas. C'est pour ça que j'y vais plus avec Malhotra, Common puis Lawrence. Ben, c'est sûr que c'est ça. Moi, je regardais juste mon top 32, mais j'avoue que Command, qui n'est pas dans mon top 32, c'en est un qui pourrait être intéressant aussi. Je le trouve juste très soft, mais ça, c'est. Ouais, ben, c'est la nationale. Un Suédois. Ouais, ça, c'est. mais c'est ça. Je pense que ça lui enlève pas son IQ quand même. Est-ce que la version Sault Sainte-Marie de. Ouais, ben Edwards, moi Edwards, j'avoue. Mais est-ce que la version Sault Sainte-Marie de Colin Fitzgerald peut être intéressante aussi pour, mettons, l'avenir, développement un peu? C'est un cas qui est quand même, lui aussi, qui est un peu particulier. Fitzgerald, fait que je sais pas. Je sais pas si. Il est comment dans la nouvelle équipe, lui? Ben, je le trouve un petit peu plus impliqué offensivement, mais naturellement, je trouve que Sault Sainte-Marie sont meilleurs offensivement. Fait, déjà à base. Ben là, on va voir, là, vu que là, c'est ça. Là, il va manquer. Il va manquer du. Ben, quoi que là, Reed, il n'a pas été invité. Fait que lui, il va rester là, mais Brady Martin, il est en train de jouer en ce moment. Je l'ai d'en face. Là, fait que on va voir si l'équipe va en souffrir un petit peu, mais. Reed, il n'est pas pour l'instant. Il n'est pas avec USA, Reed? Non, il n'avait pas été invité, je pense. À moins que là, ça a peut-être échappé. Mais... Il a peut-être été coupé du camp avant de partir, là, mais il était dans la liste préliminaire qui avait été fournie par Team USA. Il doit être encore là d'abord. Là. Parce que j'ai pas regardé vraiment la liste de USA récemment. Fait que il doit être encore là. S'il était dans la liste, mais c'est ça. Je trouve que Fitzgerald, il y a des outils qui m'intéressent, mais je sais pas. Je sais pas de son côté. Il y en a qui l'ont dans leur proche du top 32. Je pense qu'il y en a qui l'ont. Je pense même qu'il y en a qui l'ont dans leur top 32, mais je ne veux pas dire de niaiserie. Là. Fait que. Pour ce qu'on a vu à date, c'est peut-être un peu haut, mais est-ce que la version sur Sainte-Marie, comme tu dis, est-ce que ça pourrait arriver? Peut-être. Mais pas avec la version Peace. On va voir. C'est ça, on va voir. Bon. All right. Merci beaucoup, messieurs, de vous être prêtés au jeu des questions et des réponses de nos auditeurs. Je pense que les gens ils ont apprécié, les gens participaient dans le chat. Moi et Guillaume Villeneuve, on faisait un alignement pour le Canadien impliquant des lutteurs. Fait qu'on avait bien du fun dans nos discussions un peu délirantes. Mais non, c'est toujours le fun des épisodes comme ça. Je prends un instant pour vous souhaiter, Simon, Pascal, un joyeux temps des fêtes. Nous autres, on ne refera pas de podcast avant assurément Noël. Même chose aux auditeurs. Passez un beau temps des fêtes. Soyez prudents. Si vous buvez, ne conduisez pas, s'il vous plaît. C'est toujours plate de détruire des familles pendant le temps des fêtes. C'est mon petit message sociopolitique ici. Pour le championnat mondial junior, oui, sur le podcast, on n'a pas fait d'épisode au préalable là, ou pour le camp parce que moi et Pascal, on était sur le podcast à Étienne, le temps d'arrêt. Fait que je vous suggère d'aller l'écouter, le temps d'arrêt sur YouTube. Moi et Pascal, on a parlé de l'alignement de Team Canada. Par contre, on va regarder nos disponibilités, mais on essaierait peut-être de faire un podcast en début de tournoi là, durant le temps des fêtes pour justement analyser le tout. Mais évidemment, si les disponibilités le veulent bien. Donc, on va vous tenir au courant sur nos membres Patreon. Là, vous allez avoir accès, comme d'habitude, à l'enregistrement. On va vous tenir au courant là-dessus. Donc, un gros merci à tous. Joyeux temps des fêtes encore une fois. Puis, on se revoit dans un prochain épisode du TSLH Podcast. Salut tout le monde. Salut, là.